Merci Julien. Bah, eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'entends un énorme écho. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. C'est bon? Ah oui, effectivement. Merci, merci Julien. Merci à Julien qui fait la technique, toujours caché dans l'ombre. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de recevoir Sergi Lopez. Est-ce que tu vas bien, Sergi? Oui, et vous, et toi, est-ce que tu vas bien? Eh bien, ouais, ça va très bien. Oui, Écoute, oui, je suis je un vais peu bien, enfin, entre guillemets, hein, enfin, je vais bien, oui, oui, je suis très content, mais tu sais, en fait, je suis en train de préparer un film et on m'a fait une coupe de cheveux horrible, horrible. On m'a fait Non, c'est très bien. C'est un peu Attends, mais c'est bizarre. On dirait que j'ai cru que tu as une queue de cheval, mais en fait, non. en fait, non, tu vois, je sais pas si vous voyez, mais, tu vois, Ouais, c'est on ça. m'a rasé la nuque. En fait, je trouve ça horrible, mais pour le film, ça va être. C'est quel genre de personnage? Alors, ouah, c'est un drôle de personnage, c'est un personnage, c'est 1920 déjà. Ah, donc Donc film à c'est un peu costume. cette époque, on va dire. C'est un magicien, un illusionniste, un peu, on va dire, misérable, enfin comme moi, enfin saltimbanque, un artiste, un mec qui se promène dans les villages avec sa femme et une troupe de magie, de théâtre, on va Hmm. dire comme ça, pour essayer voilà, de gagner sa vie avec le spectacle, d'illusionnisme, la disparition, l'hypnose, ces trucs comme ça un peu. Donc c'est bien, c'est Pas bien. mal. Bah, ça me donne plutôt envie. Et donc, tu as une reflaquette, surtout, moi, c'est ce Oui, qui oui, oui. m'avait marqué. J'en ai souvent, mais là, ça fait 2 mois qu'ils m'ont dit ne te le rase pas. Et du coup, ça fait un truc vraiment énorme, tu vois. Je les ai jamais eu si longues, tu vois. T'as beaucoup d'autres projets à venir. Tu me disais que tu manquais pas de boulot en ce moment, ce qui est cool. Oui, oui, c'est une situation un peu particulière, mais j'ai des projets, oui, j'en ai plein. Après, vu la situation générale, l'instabilité, l'incertitude et tout ça, moins. Enfin, au moins il y a ça. Mais j'ai des projets, mais on va voir lesquels vont arriver à bon port, Ouais. lesquels on va arriver à tourner ou pas. Mais si, j'ai des projets en Espagne, avec des réalisateurs ou des productions espagnoles, avec des productions françaises aussi, des trucs un peu plus anglais ou américains, enfin, plusieurs choses, mais on va savoir, on va savoir. Tiens, en parlant de ça d'ailleurs, est-ce qu'il y a un projet euh, sur lequel tu étais prévu en tant qu'acteur qui s'est jamais fait, mais qui te plaisait énormément et qui t'a marqué par le fait qu'il ne s'est jamais fait, justement? Mmh, oui et non. C'est-à-dire, il y a eu déjà plein de projets qui étaient bien, plusieurs projets qui étaient et qui ne sont pas faits. Enfin, le monde du cinéma, c'est un monde qui est très lié à la finance, à l'argent. Mm. Tu vois, la production, c'est pas facile de produire un long métrage. C'est pas, tu vois, il faut beaucoup d'argent, une grande équipe. C'est difficile à produire. Donc, le fait qu'il y a des productions qui n'arrivent pas à se tourner, on n'arrive pas au tournage. Il y a la préparation, mais c'est un exemple qui arrive souvent. Et j'ai eu la chance, oui, d'avoir des. Ouais, tu vois, mais il n'y a pas un truc en particulier. J'ai une tendance à pas penser que. Tu vois, je ne crois pas qu'il y a des projets qui vont me changer la vie. Je ne sais pas comment dire. Il y a plein de projets qui m'ont Mm. changé la vie, hein, tu vois, mais je préfère me dire que. Voilà, il y a tous les projets qui m'ont changé la vie, en fait. Je suis très fasciné, surpris et reconnaissant, je ne sais pas à qui exactement, de tout ce qui m'est arrivé Mm. avec le cinéma, tu vois, mais je n'oserais pas dire. Enfin, il y a des films qui ont été plus déterminants que d'autres, peut-être, mais finalement, tu vois, je crois pas que c'est une question seulement de projet, mais Mm. enfin, je sais pas, il y a un truc qui échappe vraiment, hein. Bah, on va partir du début de ta filmo. Je pourrais pas parler de tout, mais on va essayer de parler de plein de films. Euh, Bah, ton premier long là sur Wikipédia, c'est Mix, c'est avec Manuel Poirier dans La petite amie d'Antonio. C'est vraiment ça ton premier long métrage? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est énorme parce que c'est. Tu vois, parce qu'après, bon, après, plus tard, il y a eu Harry ou Western qui était à Festival de Cannes, tout ça. Et il y a plein de gens qui parlent de Mhm. ces films parce que c'est le film
ouais, qui ont marqué un peu mon existence comme acteur de cinéma. Mais La Petite Amie d'Antonio, c'est vraiment un exemple. Un exemple de ce qui m'est arrivé en général. C'est que j'étais à Paris, là où je suis maintenant, pas loin d'ici d'ailleurs, parce que là, je suis parlant de la Porte de Saint-Martin. J'étais à l'école du Maître Lecoq en train de faire des études de théâtre. Et je suis allé dans un casting plus par curiosité, parce que j'étais à Paris, j'avais 25 ans. J'ai dit, ah, tiens, casting de cinéma, tu vois, je n'avais même pas osé rêver de faire du cinéma. Ça me semblait. Je ne savais pas, enfin, ça me semblait. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était le cinéma. Encore aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais en fait, je suis allé un peu par hasard et j'ai rencontré Manuel Poirier, justement, le réalisateur de La Petite Amie d'Antonio, mon premier film. Il cherchait un comédien avec l'accent espagnol de 23 ans. Moi, j'en avais 25. Et il avait vu plusieurs acteurs et il m'a pris pour faire son premier long métrage. Et du coup, j'ai tombé sur Manuel Poirier qui est devenu. Enfin, c'était son premier long métrage. Après, il m'a appelé pour son deuxième, pour son troisième, pour son quatrième, pour son cinquième. Ouais, vous en avez fait quoi, 9 ensemble? Vous avez fait un paquet? Ouais, 9, ouais, tu t'es bien informé, hein? Bah, j'ai pas tout vu. Tu sais que j'ai pas vu le plus connu de Manuel Poirier au final avec toi. Je l'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas vu Western. Ouais. Ah, oui. Mais j'en ai vu plein d'autres. On pourra en parler. Cet après-midi, Sacha, celui qui joue avec moi dans Western, le petit russe, qui joue avec moi, auquel on s'est connu sur le film et qui reste toujours un grand ami, il était cet après-midi, il était ici chez moi. C'est drôle. Le film Première expérience de cinéma avec Manuel Poirier, j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui travaille vraiment énormément. Je vais mettre les grands mots un peu à la Piala sur le réalisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il veut vraiment qu'on ait l'impression des fois qu'il a posé sa caméra là, qu'on voit juste une famille en train de faire sa vie dans une espèce d'hyper-réalisme. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi il tend sur un tournage? Oui, tout à fait. En fait, c'est plus que ça, plus que Piala. C'est-à-dire que je trouve que, enfin, je sais pas, modestement, moi j'ai l'impression de tout ce que j'ai connu. Quand j'ai commencé avec Poirier, comme j'ai commencé avec lui, je croyais que c'était ça, de tourner dans un film. Après, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que lui qui tournait comme ça. C'est-à-dire, lui, non seulement il mettait la caméra, sinon qu'en fait, tu vois, il y avait une scène où il y avait des dialogues écrits, où deux potes se promènent avec deux copines dans le marché d'un petit bled. Et ben, on était dans un vrai marché. Il mettait la caméra, il ne nous prévenait pas quand on tournait. Des fois, il nous disait, ouais, vous marchez, vous dites le texte. Mais des fois, on ne disait même pas le texte. Et quand on se rendait compte, il disait, c'est bon, on a tourné déjà. Et donc, du coup, tu vois, c'était quelqu'un qui a une vraie écriture de cinéma, un vrai point de vue sur l'idée de choper des instants, de tenter de choper des moments de vie, alors que c'est pas documentaire, mais tu vois, pour moi, c'était quelqu'un de très lucide, parce que après La Petite Amie Antonio, dernièrement beaucoup, tu vois, ce lien entre les documentaires et la fiction, cette idée de faux documentaire ou de fiction mélangée avec la vraie vie, tu vois, sans doute c'était quelque chose, je ne sais pas si c'était l'un des premiers, mais en tout cas, lui, son écriture cinématographique était par là. Des fois, voilà, quand on disait mal, même des fois, il donnait des indications à un acteur, mais pas à l'autre. Donc, du coup, quand tu étais en train de jouer, tu ne savais pas. Tu ne savais pas si l'autre allait répondre, s'il allait répondre ce qui n'était pas prévu. Tu vois, il y avait une certaine liberté, et en même temps, tu étais encadré par la caméra, non? Mais si. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que c'est à l'origine de... Ouais. Est-ce que ça a matrixé un peu ta façon de jouer dans la plupart des films, ou tu as affiné ton jeu, j'imagine, au fil des rencontres aussi, mais en tout cas, je te trouve toujours très naturel. Ben, je ne sais pas si... je sais pas, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est ça... En tout cas, moi, ce que je constate, que c'était pour moi, ça a été une façon de rentrer dans le cinéma très naturelle, tu vois, parce que moi, je venais du théâtre, et je fais encore toujours du théâtre. Alors, le théâtre, tu vois, j'écris du théâtre, j'ai joué du théâtre, j'ai fait une école de théâtre. Le théâtre, c'est l'origine, c'est ce que j'ai fait, c'est la rencontre avec le public. Mais le théâtre, ça exige une gestualité et un engagement du corps
différent. Alors, tu vois, moi, j'ai eu la chance de commencer avec Poirier sans me rendre compte que je faisais du cinéma. Je voyais bien que comme quand tu es mélangé, c'est une leçon quelque part, je trouve, pour le cinéma. C'est quand tu es mélangé avec des vrais gens dans un vrai bar, des gens qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être tournés par une caméra. Et que quand je connaissais déjà Poirier un peu, je le regardais et je voyais qu'il avait déclenché la caméra. Et donc moi, je savais que ça tournait, mais les autres à côté, ils ne savaient pas. Donc quand tu es avec eux, tu es obligé d'amener le jeu dans un endroit où ouais, il faut se mimétiser avec la nature. Il faut pas qu'on voit que toi. Tu vois, sinon il faut voilà, se camoufler au milieu des humains, des animaux, de la nature pour faire semblant que tu fais partie du décor, que tu n'es pas. Donc c'est vrai que quelque part, ça me parle aujourd'hui, quand je pense aux jeux, au cinéma, aux différents théâtres. Oui, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, j'aime bien. Vous allez bien ensemble avec ce réalisateur-là, c'est pas mal. J'apprécie bien les films. Il fait un truc. Il faisait, parce que là, il a arrêté un peu, mais il faisait un truc très particulier. Il tournait toujours chronologique. C'est un truc très simple, très con, mais au cinéma, tout le temps, on ne pose pas la question. On ne tourne jamais chronologique parce qu'il y a une espèce de logique qui dit que quand tu tournes dans l'appartement de Sergi, tu tournes toutes les scènes qui se passent dans l'appartement de Sergi. Après, tu peux être chronologique, mais tu tournes les scènes la 1, la 7, la 14, la 26 et la 72. Donc, après, quand tu vas tourner chez Vincent les autres scènes, tu vas tourner la 14, la 34, alors qu'avec Poirier, chaque jour, on démarrait les tournages dans tous les films par la séquence numéro 1. Donc, nous, les acteurs, mais toute l'équipe aussi, ils commençaient le film. Donc, quand il y avait des personnages qui arrivaient dans le film, ils arrivaient sur le tournage. Ah oui, il y a un nouveau garçon qui arrive, donc Sacha, et demain, il tourne. Ah, c'est lui qui va jouer le truc. Donc, on le découvrait comme dans le film. Il apparaissait, il amenait un truc. Et donc, en fait, toute l'équipe, et surtout les acteurs, c'était très inspirant parce que du coup, tu as vraiment l'impression de faire un voyage dans le film, tu vois. Tu vois, et lui, il le faisait alors qu'il ne faisait pas des films très chers, tu vois. Et les gens disent que tourner chronologique, c'est cher parce qu'il faut revenir au décor, mais je crois qu'il faut simplement bien s'organiser. Bon, je sais pas. Des fois, c'est difficile, hein, surtout quand il y a différents pays dans le pays pour revenir à chaque fois. Oui, là, ça peut être compliqué. Tu vois, des fois, c'est plus compliqué. Mais lui, il le faisait toujours. J'ai vu que dans le début de ta carrière, tu as fait des petits rôles et notamment, tu as joué apparemment avec Jesus Franco. Est-ce que tu peux me parler de ça Avec qui? Jesus Franco, dans Ciudad Baja. Ah oui, tu as vu ça, mais toi, tu es un surréaliste, tu es un fric de cinéma, tu vois, oui. Mais c'est un truc très marrant, très drôle, parce que tu sais, ça, c'était une époque où j'avais déjà fait des films en France avec Poirier, mais ça, c'était avant Western, je crois. Et donc, en fait, j'étais chez moi dans mon village, au sud de Barcelone, où je vis toujours, je vis encore maintenant, et j'étais là, et il y avait un tournage de Jesus Franco, mais que moi, je ne connaissais pas. Je n'ai jamais été très cinéphile. Hein. Ça, je suis désolé, parce que je ne dis pas, je ne suis pas fier. Hein. Je ne suis pas fier de ça, mais je préfère le dire. Tu vois, je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Je n'ai jamais été très cinéphile, mais Jesus Franco m'a dit, oui, c'est un réalisateur. Il faut pas un tournage. Et il tournait une scène au théâtre dans laquelle j'avais joué. J'avais fait du théâtre amateur et j'avais fait mes débuts de théâtre professionnel. Et il tournait une scène où il y avait une opéra sur scène. Et ils étaient en train de chanter une aire d'opéra. Et pendant l'air d'opéra, il y avait un des rôles du film qui tournait qui se suicidait. Et il se jetait dans le balcon de théâtre et il tombait en bas, où il y a le public en bas, où il y a le siège en bas. Et pour jouer, le mec qui jouait le chanteur d'opéra, il avait demandé, parce qu'il y avait la figuration, il y avait tout ton village, il y avait plein de copains, des gens dans le public, tout ça. Mais pour jouer le mec qui chantait, il voulait quelqu'un qui avait une certaine expérience de théâtre. Donc, comme moi, je faisais du théâtre, j'avais commencé, on m'a dit, tu veux faire une figuration
Et moi, j'avais commencé à faire des films en France, mais chez moi, personne ne les avait vus. Personne ne le savait. Ouais. Et presque personne ne le savait. Même moi, je n'étais pas conscient de faire du cinéma. Moi, j'avais conscience d'aller rencontrer Poirier et faire des films, mais je n'avais pas l'impression. Donc, du coup, j'ai fait une scène où j'ai fait un chanteur qui chante et au milieu de sa chanson, il y a quelqu'un qui tombe et le public se met debout. Et voilà, c'était une scène très petite. Je n'ai même pas vu le film. Ouais, c'est marrant. Je ne l'ai jamais vu, le film. J'ai vu que tu as joué avec Benoît Régent à la campagne, toujours de Manuel. Ouais. L'année de sa mort, il me semble même. Bah oui, ouais. Et on a tourné le film et on a tourné le film, je ne me rappelle plus si c'était septembre, je ne sais plus. Enfin, quelques mois après le tournage, quand Poirier était encore en train de faire le montage, il est décédé. Il était sur un autre tournage et on l'a trouvé le matin, je crois. Ouais, j'ai Yann Colette qui m'en avait parlé un peu et qui disait tout le bien qu'il pensait de cet acteur. Et c'est vrai que c'est un de Manuel Poirier que j'ai pas vu et c'est vrai que c'est dommage parce que j'aime bien Benoît Régent, un super acteur. Donc, c'est lequel ton préféré de Poirier? Dans lequel tu as joué? Le Poirier, je ne sais pas, tous. Il y a peut-être, enfin, je ne sais pas. Par différentes raisons, ils sont quand même bien. Mais il y a, par exemple, il y a un film, peut-être j'ai dit ça parce que, bon, western, c'est évident. Western, c'était à Cannes, on a eu le prix du jury, puis c'est un film lumineux, vraiment très frais, qu'à l'époque, ça secouait beaucoup le cinéma en France, d'auteurs un peu différents, avec des gens inconnus, mais avec une énergie, je ne sais pas. Mais moi, je dirais plutôt Chemin de traverse, parce que Chemin de traverse, c'est un film qu'on a tourné en Bretagne, qui est très simple, très petit, qui a, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'un film... C'est le père un peu qui va en prison. Oui, non, mais Poirier, là, il était au maximum de son obsession d'être simple, tu vois. Et moi, on m'a dit que, je ne sais pas, un film normal, il a 10 000 plans. Un film d'action, il a 30 000. Et ben, je crois que celui-là, il en a 114, je ne sais pas, j'exagère, c'est peut-être pas 114, mais 250, je ne sais pas combien. Mais il était à fond avec l'idée de si avec un seul plan, il pouvait raconter toute la scène avec peu de mouvements, avec peu de... Donc, il était... Et puis, c'est aussi un film qui m'a... Oui, c'est un film où j'ai trouvé qu'il m'est arrivé quelque chose au niveau du jeu et tout ça, un peu étrange. J'avais l'impression d'être mon père. Un truc un peu particulier. J'ai l'impression que c'est marrant parce qu'il y a des acteurs à qui on va faire jouer beaucoup de rôles. Et toi, j'ai l'impression que les gens, ils sont tentés de te faire jouer des rôles autour de la paternité souvent. En tout cas, des rôles de père. C'est un truc assez récurrent quand même dans ta filmographie, plus que d'autres acteurs, vraiment. Peut-être. Parce que tu vas me dire, oui, bon, à mon âge, on va jouer des pères, c'est normal. Mais vraiment, en ayant vu pas mal d'autres filmographies d'autres acteurs, comme Georges Corrafas, Jean-Marc Barr, tout ça, ils n'ont pas ça. Toi, tu as vraiment beaucoup de rôles de pères qui reviennent souvent. Alors, soit de père, soit de salaud. Ou soit des pères salauds qui existent aussi. Il y a des pères salauds qui existent aussi. Non, non, bien sûr, il n'y a pas que ça dans ta filmographie, évidemment. Je ne sais pas. Après, peut-être tu le sais mieux que moi. Moi, je me rends pas compte. Je ne sais pas. J'ai pas je sais pas, j'ai pas regardé, mais c'est vrai que c'est marrant ça comme ça te dépasse, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi le film que tu fais, bah, ils vont dans les écrans et il y a des gens qui le voient, et donc il y a d'autres réalisateurs, d'autres gens du casting, d'autres producteurs, d'autres écrivains, d'autres scénaristes, d'autres acteurs, d'autres actrices, des gens qui voient le film et à qui ça fait rêver. C'est-à-dire que moi je me rappelle par exemple que tu vois, j'avais fait western avec Poirier, sur western, surtout que celui qui avait plus d'entrées, enfin, je ne sais pas. Il y avait un truc qui était... Poirier ne travaillait pas avec des acteurs, vraiment, il cherchait des gens. Il n'allait pas te chercher toi pour jouer. Le contraire, non, il cherchait la vraie nature des gens, tout ça. Donc, je suis plutôt sympa, extraverti. Tout ça. Et donc, j'ai joué des trucs sympas, puis ces trucs de drague, les filles, les machins, tout ça. Donc, du coup,
Catherine Corsini, après, elle m'a proposé un truc sur un mec un peu porté sur le sexe. Après, la légion pornographique, il y avait un truc où Nathalie Baye il était beau. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, il commence à générer un truc où il y a un truc aussi autour d'une certaine sexualité. Après, voilà, tu fais un père, et donc ça résonne chez un autre père. Donc, quelqu'un qui est en train d'écrire un père dit, ah tiens, mais Lopez, il peut faire des pères. Je l'ai vu, il fait, tu vois. Donc, tu vois, il fait bien les pères. Ça rebondit chez les autres et ça échappe un peu, je sais pas. Oui. Et aussi parce que Poirier, il est vachement aussi, dans une grosse partie de sa filmo, il a vachement été intéressé par ça, j'ai l'impression, par ces questions-là. Et donc, naturellement, en plus, il y emmène. J'ai vu que tu as joué dans La Haine. C'est grave si je me rappelle pas t'avoir vu dedans. Le vendeur de merguez, j'ai vu. Dans La Haine, ouais. C'est marqué sur ton Wikipédia. Alors, souvent, moi, je suis plutôt sur le IMDb. Du coup, j'ai pas été vérifié. J'ai joué sur La Haine. Oui, c'est vrai. Je suis pas allé vérifier sur le IMDb parce que c'est quand même plus fiable, disons-le. Mais en tout cas, sur sur ton Wikipédia, c'est marqué ça. Il me semblait pas, mais bon. Non, il doit même se confondre avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Lopez Garcia Rodriguez, comme ça. Peut-être. Oui, c'est sûr. Non? Si, je crois. Je regarderai ça. Non. J'ai vu un film espagnol, un des premiers dans lequel tu as joué. J'ai vu Caresses. Caresse. Je sais pas comment on dit en espagnol. Un film à sketch. En catalan, c'est Caricias. C'est un film oui, c'est d'Aventura Pons. C'est le premier film que j'ai fait en Espagne. Caricias. En espagnol, on dirait Caricias, mais c'est Caricias en catalan. Ouais, Caricias. Caresse, exact. C'est marrant, c'est marrant. Tu joues un père qui se baigne à poil avec son fils, c'est très drôle. Et qui parle de la taille de son sexe, oui. Oui, et puis de voiture en même temps, c'est un peu... Mais c'est un film assez marrant comme ça, c'est très espagnol, j'allais dire. Mais oui, tu vois, c'est marrant aussi, parce que tu vois, aussi pour ma carrière, c'est marrant. Caricias, comme le film de Corsini, La Nouvelle Ève aussi, c'est des trucs, ça m'est arrivé plusieurs fois, même avec Harry aussi, c'est-à-dire que c'est des rôles qui n'étaient pas prévus pour moi, d'accord? Sur Caricias et La Nouvelle Ève avec Karine Corsini, les réalisateurs, comme Catherine aussi, m'appellent et me disent écoute, j'ai très envie, j'aimerais te connaître et travailler avec toi. Je prépare un film, mais il me reste un seul truc petit que j'ai déjà demandé à notre acteur. Ils m'ont dit non. D'accord, tu vois? Alors, sur Caricias, il avait il me reste que un rôle. Parce qu'il y a plein de rôles dans le film. Tu vois, c'est un gros comme ça. Oui, c'est un film. Et alors, j'ai lu le truc qui est un peu osé quand même avec la nana et l'odeur, et le truc olfactif et tout ça. Et ben, je trouve ça énorme, super, génial, tu vois. Et avec Corsini, c'est pareil. Il me dit, il me reste un petit personnage, mais j'ai que ça à te proposer. Et je lis aussi et je me dis, c'est génial, c'est super. Il est bien ton personnage dans La Nouvelle Ève. Parce que donc il y a ce personnage elle s'appelle pas Ève d'ailleurs, donc de Karine Viard, qui s'appelle Camille dedans, qui est assez énervant, mais c'est un peu voulu, je pense aussi, qui est un personnage paumé, mais qui est un peu attachant aussi. Enfin bref, qui fait passer par plusieurs émotions. Et toi, ton personnage, il en fait carrément les frais, puisque il est très gentil, assez amoureux, et la manière dont ça se finit, c'est mal, mais en même temps, c'est attendu aussi quelque part. Bref, ton personnage est pas mal dedans, effectivement. Si. C'est drôle parce que quand Catherine m'a... Enfin, je peux raconter des choses du film. Quand Catherine m'a... Voilà, elle m'a dit, mais j'ai proposé ça à d'autres acteurs, et quand ils ont lu la scène où je suis dans le lit avec la cigarette après l'amour, mais ce n'est pas une cigarette, il est en train de se fumer un pet. Il est en train de se fumer un pet. Et en fait, il est en train de lui raconter à l'autre comme il a vécu une sodomie, comme il s'est fait. Et il est en train de le raconter comme ça, normal, alors qu'il vient de coucher avec elle. Donc, ce n'est pas un homosexuel, c'est quelqu'un qui parle de ça comme avec une... Et moi, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, enfin, sympa.
intelligent, voilà, qui touchait quelque chose, qui dérangeait un peu. J'ai trouvé ça trop bien. Et pourtant, elle avait proposé à des acteurs qui ne se voyaient pas dans le personnage. Alors que, tu vois, moi, je ne me projette jamais dans le personnage. Moi, je ne pense pas à ma sexualité, je ne pense pas à ça. Je fous, tu vois. Mais... Ouais, toi, tu veux juste. Qu'est-ce que tu attends dans un rôle alors? Tu attends d'être surpris ou de jouer Oui, quelque chose de nouveau? d'être embarqué. En fait, c'est marrant parce que même ça, j'arrive pas à me centrer sur mon rôle. Moi, tu vois, je sais pas, je pense à, bah oui, par exemple, Janice et John que j'ai fait avec Samuel Benchetri. Tu vois, c'est des rôles, mon rôle, il est pas, il se maigrit. C'est pas grave ça. Je sais pas, moi, je vais pas faire des rôles. Moi, j'ai besoin que le film soit, tu lis le film, tu dis, ouais, putain, ouais. Ouais. Ça te surprend de ne pas le voir venir, de ne pas le voir trop cliché. Enfin, je ne sais pas, moi, comme tout le monde, tu attends que. Tu vois, je suis assez ouvert. Peut-être que le fait de ne pas être cinéphile ou ne pas être super fort en littérature, je ne sais pas comment dire. Je crois que quelque part, ça m'a aidé à ne pas avoir d'a priori, tu vois, à ne pas me dire, ah oui, le cinéma noir. Oui, j'aime bien le cinéma noir. Ah oui, le gangster, oui, le gangster, mais c'est pas parce que j'aime le gangster que je vais dire oui parce que le film il est de gangster, ça veut rien dire, tu vois. Donc d'être vraiment, et puis j'ai beaucoup de chance parce que justement, tu vois, j'ai eu la chance de recevoir des trucs indéfinissables, différents et finalement qui ont été des films particuliers. C'est ça qui est bien. Western, justement, donc, qui t'amène à Cannes, Ouais. a priori, que je n'ai pas du tout vu. Mais il me donnait C'est pas bien grave, envie. c'est Il pas me grave. donnait bien envie. En plus, j'en ai vu plein de Manuel Poirier pour l'occasion, mais pas Ouais. celui-là. Ça se passe comment, Cannes? C'était une bonne expérience ou voilà, pas plus que ça? C'était peut-être pas trop quelqu'un de festival, tu vois. Après, Ouais. je te vois moins comme un animal de festival que d'autres acteurs. Oui, ben c'est un peu drôle parce que finalement, Cannes, il y a quand même quelque chose qui est quand même énorme, et ben c'est le cinéma. Parce que le reste, le tapis rouge, tout ça, oui, ça fait. Oui, c'est une grosse partie, c'est un poids très important, mais il y a quand même le cinéma, hein. Il y a quand même le film, il y a quand même un écran énorme, un public exigeant, il paraît, tu vois, tout ça, et des films de tout le monde. C'est quand même comme la sélection mondiale de l'année, c'est quand même, tu vois, Oui. c'est quand même un gros truc. Mais nous, quand on y est allé la première fois avec Western, nous, on ne savait pas où on allait. Nous, on pensait que quand on allait avec des lunettes de soleil, à la plage, à boire des martinis, à faire la fête, à rencontrer des filles et des garçons, enfin, je ne sais pas, à faire la fête. Non. Et en fait, on est arrivé, comme on était en sélection officielle, en compétition et tout ça. On avait dit non, 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 on arrive le soir, on va manger un truc, mais demain matin, à 8 h, on commence. Et de 8 h, on n'a pas arrêté jusqu'à 8 h du soir, mais radio, télé, photo, Oui. journal, télé, radio, des groupes séparés, individuels, des photos séparées, des interviews ensemble, séparées. On a passé 2 jours à ne pas. Enfin, en fait, le dernier jour, quand on a arrêté, on dit ah bon, maintenant, on a fait un peu la fête le jour où on a fait la projection, mais le lendemain matin, ça a recommencé. Enfin, on a été 2-3 jours à fond, à fond. Donc voilà, c'était une surprise, mais après, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois après, avec les distances. J'apprécie plus maintenant, mais quand je suis allé la première fois, je ne me rendais pas compte. Tu sais à quoi t'attendre. Ah oui, et puis je ne me rendais pas compte de l'importance de qu'après, tu te dis, il y a plein de gens il y a plein de gens, enfin, tous les années, des milliers de films au monde veulent aller à Cannes. Il y a plein de grands acteurs, de grandes actrices, des réalisatrices, des producteurs qui ont aller une fois présenter un film, une fois dans ta vie à Cannes. C'est déjà un truc énorme et j'ai eu la chance d'y aller plein de fois. C'est énorme. Si, mais c'est maintenant que je prends plus conscience. Peut-être que j'irai plus jamais, mais non, je ne sais pas. Je suis jamais allé. Pourtant, je bosse dans les festivals et je peux me faire accréditer. Mais ouais,
faut le temps, l'argent, surtout quand t'es Si, pas, quand si, t'es si, pas non, dans c'est le un cadre grand d'un cirque, film, hein, c'est c'est un grand vraiment. cirque. Non, je me rappelle, c'était, je crois que c'était avec Harry, quand Ouais, on y était avec Harry, je crois que c'était le 50e anniversaire de Cannes, c'était ça ou pas? Je crois que c'était là. Bon. Et oui, il il y y a avait moyen. plus de journalistes au Festival de Cannes que il y avait plus de journalistes avec l'accréditation, le truc officiel que tu donnes quand tu vas là, journaliste pendant le Festival de Cannes, il y en avait plus que dans les Jeux Olympiques. Alors que, ah oui, d'accord. Bah, c'est un truc, tu vois, tu connais, tu es dans un hôtel, j'avais une chambre dans un hôtel Martinez, machin, et tout l'étage, chaque chambre, elles étaient louées par des Coréens, par des Belges, des Allemands, des entreprises de vidéos, de cinéma, de tout. Enfin, ça bouge beaucoup, beaucoup plus de choses autour de 20 films qui sont sélectionnés en compétition. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Un Faut que grand je vois marché. West Ham quand même. Ah bah, j'ai vu Lisboa aussi. Lisboa d'Antonio Hernandez, Antonio Hernandez, où oui. tu joues un J'ai joué en Portugais. portugais. Mais ce qui est J'ai joué marrant, en parce que du portugais. coup, j'ai reçu Joaquim d'Almeida, et lui, il joue des Espagnols dans Exact. des films alors qu'il est portugais. Et toi, Exact. tu as fait l'inverse. Oui, mais c'est marrant que tu dises d'Armedia parce que justement, c'est un mec que j'admire et que c'est vrai, des fois, j'y pense à lui. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, Almeida, il était connu pour être le portugais international. Il avait joué en anglais, en français, en italien, en suédois, en chinois, en tout, quoi. Tu vois? Et j'arrive pas si loin, mais bon, il m'inspire. Il m'inspire. Oui, oui, c'est drôle. J'ai joué. Ah, tu t'es mis en vertical, là, tu vois? Bon, Attends, j'y reviens. Je regarde pardon. s'il est connecté, parce que des fois, il est sur Skype. J'aurais été marrant de faire un Skype avec lui. Ah, il sera pas libre, je pense. Euh, hop là. Je me remets normal. Oui. Il est facilement sur Skype, Oui. Joachim Oui, d'Almeida. oui, donc voilà. Oui, enfin, Mais tu ça serait dis, marrant de faire un live avec vous deux. ouais, Ça a c'est été trop. drôle. Parce qu'effectivement, en plus, lui aussi, il a une carrière un peu en France, moins que toi. Parce qu'il faut le dire, toi, la majorité de ta carrière, j'ai l'impression, elle est plutôt Ouais. en France, même si pas que, parce que du coup, il y a de l'international, il y a Mais si, beaucoup si. d'Espagnols. Si, si, j'ai commencé en France, voilà. J'ai commencé, pas seulement j'ai commencé en France, c'est qu'en France, il y a plus de production, il y a plus Mm. d'industrie. Les films, tu vois, par exemple, oui, quoi. Oui, oui, enfin, tu vois, les films ont une répercussion Mm. différente ici qu'en Espagne. Et alors, Lisboa, Je suis connu plus ou moins, mais je suis le gars qui travaille en France, tu vois, un peu. ah oui, d'accord, oui. Enfin, Connu un comme petit ça. peu, un petit peu, un petit peu. Est-ce que, euh, est-ce que Lisboa, c'était un bon tournage? Et en plus, tu as joué Ouais. avec Marisa Paredes, qui est une grande actrice espagnole. Non, Euh, j'ai joué avec Carmen Maura. C'était pas avec Marisa Paredes? Non, Je confonds non. les deux. Tout. Avec Carmen Mora, Carmen qui est Maura, si, aussi une c'était grande Carmen actrice Maura. espagnole. C'est marrant parce que Marisa C'était Pérez, je l'ai vue il n'y a pas longtemps et j'adore cette nana. J'aimerais bien jouer avec elle. Et oui, Carmen Maura, Je oui. l'ai déjà Non, non. je l'ai éclairé dans une interview, Marisa. Oui, oui. Et puis, il y avait aussi Federico Lupi, un acteur argentin Oui, qui est décédé maintenant, mais un grand acteur, un monsieur qui avait déjà 70 ans à l'époque. Enfin, qui ça, c'est joue le père. qui joue le père, ouais, celui qui l'a Mm. fait. Oui, Elaya Marull, qui est une actrice catalane, qui maintenant elle fait des films, beaucoup de théâtre en Espagne, c'est une super actrice. Non, non, c'était drôle, c'était drôle. Quand on dit le truc de portugais, c'est marrant parce que Antonio Hernandez, le réalisateur, il m'avait embauché pour faire ça, pour faire de portugais. Et j'avais appris deux phrases. Diz ao pequeno que vem no telefone. Dis au petit qui se met au téléphone. Enfin, dis au pequeno qui vient au téléphone, un truc comme ça. Et l'accent, il me disait, ah oui, c'est vachement bien le portugais, oui, tu fais très bien l'accent. Mais après, quand j'ai parlé en espagnol, j'avais l'accent catalan. Tu vois, je l'ai toujours, je l'ai toujours. Mais je disais, ouais, mais je sais pas, l'accent catalan, l'accent portugais, peut-être ça se confond. Et en fait, il m'a fait dire dans le film, il y a une phrase où j'ai dit, t'es portugais? Je dis, oui, je suis portugais, mais j'ai vécu beaucoup d'années à Barcelone.
pour justifier un peu l'action. Je me rappelle très bien de ce moment-là, effectivement. Mais ça m'a fait rire, effectivement. Le film est cool. Si, le film est un bien. peu Un film thriller familial. Et toi, tu étais un mec qui se retrouve au milieu d'une histoire. Il y a un peu rien à faire là-dedans. Et un peu dépassé. Et c'était très bien. C'était très bien. C'était le film où j'ai fait mes premières cascades de voiture. Et voilà, j'avais un Ford Taunus familier, ouais. tu vois, bleu ciel, automatique, mais vieux. Donc, quand tu appuyais sur le gaz comme ça, à fond, ça partait, mais c'était pas une voiture nouvelle, c'est pas d'aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, tu appuyais, ça prenait un peu de temps. Donc, sur un terrain comme ça, avec un peu de gravier comme ça, ça dérapait tout de suite. Et en fait, ça impressionnait beaucoup les gens de la production. Ils disaient, putain, mais tu conduis comme un pilote, parce qu'on avait répété un peu, mais c'était vraiment facile à faire. Mais c'était où j'ai fait mes premiers débuts comme cascadeur. Comme cascadeur, pas mal. Oui, que ça... Est-ce que tu t'es déjà blessé en faisant des cascades? Je t'ai pas vu en faire 10 000 dans les films que j'ai vus, mais... Des cascades... Ouais, je me suis un peu cassé la gueule en descendant d'un cheval, un peu, des fois, pas beaucoup. Mais je vois. Tombé par terre, mais pas rien de grave, a priori. La même année, tu as joué dans Entre les jambes, qui est très très bien, qui est un film, du coup, pour le coup, très connu à l'international, très Hitchcockien, volontairement Hitchcockien, même très assumé dans ce côté-là. Ouais. Où tu as un petit rôle, où tu joues aux côtés de Javier Bardem. C'est super bien, vraiment, je ne l'avais pas vu. Donc, en fait, il y avait plein de films avec toi que je n'avais pas vu, plus que je pensais. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce tournage-là? Sincèrement, parce que là, je garde 2 trucs. 3 ou 4, tu vois, de rencontrer Javier Bardem, de travailler avec lui, d'avoir vraiment un rapport avec quelqu'un qui était déjà connu en Espagne à cette époque-là. Moi, j'ai travaillé en France, mais je n'étais pas connu là-bas. Mais, tu vois, un rapport au travail très fort, on s'est très bien entendu. Enfin, il est là. Mais après, je garde un souvenir un peu traumatique, parce que j'ai eu une expérience qui m'est arrivée qu'une seule fois dans ma vie, c'est que j'ai bloqué sur un bout de texte. Ça m'est arrivé, j'ai vu ça des fois chez des autres. Tu vois? Quand tu connais un texte et tu as ce morceau de texte, et puis tu commences, et puis. Et tu n'arrives pas. Il y a un blanc. Mais en fait, c'est une anecdote très particulière. C'est que la veille de ce jour de tournage, avec Javier Bardem et Àngels Bassas, une actrice catalane, après le tournage, on est allé boire une bière, non? Comme aujourd'hui sur Paris, sur les terrasses, tout le monde est sur les terrasses. On est allé boire une bière comme ça après le tournage, nous 3, comme ça, tranquille. Bon. Et on parlait de ça, le théâtre. Et je lui dis, mais j'ai fait des études de théâtre à Paris. Et je lui parlais d'un prof que j'avais à Paris, Alain Molo, qui m'avait raconté un jour. Je lui dis, mais Alain, toi, tu joues jamais au théâtre? Et mon prof, il m'avait dit, non, je ne peux pas jouer parce que j'ai une maladie, c'est que j'ai peur du blanc. Et c'est marrant parce que maintenant, à l'image, je te vois, toi, avec un blanc à côté. Parce que, non, c'est marrant parce qu'Alain Molo, mon prof, il me disait, en fait, je ne peux pas jouer, mais le docteur, c'est une maladie. C'est-à-dire que je sors sur scène et j'ai tellement peur du blanc que je vois, comme là, je te vois, toi, Vincent, je vois un nuage blanc de lumière qui me prennent tout et qui me bloquent et j'oublie le texte. Et j'ai tellement peur du blanc que je lui raconté ça à Javier et à Àngels Bassas. Je lui raconté cette anecdote et le lendemain, sur le tournage, j'arrive sur le tournage et j'ai... Action! Non, coupé. Attends, non. Ah oui, bien sûr, oui. Action! C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bon, et j'ai passé toute la matinée avec toute l'équipe, très gentille, avec Manolo Gomez Pereira, le réalisateur, très gentil. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien, calme-toi. J'ai dit, oui, j'essaie de me calmer, mais c'est bizarre, quoi. Et puis, j'ai passé toute la matinée à essayer de sortir les textes. Je me suis angoissé. Ça m'a travaillé tellement que, tu vois, j'ai dû attendre la prochaine semaine pour le prochain jour de tournage.
pour apprendre le texte et me débarrasser de cette peur. Parce que je me dis, t'imagines que maintenant, je deviens malade et je ne peux plus jamais jouer. À chaque fois. Une semaine après, j'ai appris le texte comme j'ai pu, à fond, je l'ai tatoué et on a passé la page. Et voilà. Et des fois, ça m'arrive, hein, on peut arriver à avoir un peu en blanc, mais c'est pas grave. Ouais, tu m'étonnes. Donc, j'ai un souvenir un peu traumatique de ce tournage. Tu m'étonnes. Et tu as joué dans. Parlons de Harry, un ami qui vous veut du bien. C'est un film qui a fait beaucoup parler de soi à l'époque. Je m'en souviens pas mal de mon jeune âge à l'époque. Oui, parce que j'étais plutôt. Ouais. 2001, t'avais quel âge? 12 ans. Ouais. Donc, je m'en souviens. Mais je me souviens que le film était sorti. Je me souviens qu'il avait pas mal de pubs qui faisaient parler de lui. Et que c'était plutôt un succès. Voilà, ça, je crois que ça a été un film marquant. Mais encore aujourd'hui. C'est ton premier grand méchant. Oui, encore aujourd'hui, c'est le film pour lequel il y a quelqu'un, pas tout le monde, mais je veux dire, mais encore il y a des gens qui disent, ah mais Harry, ah oui, Harry, ça fait un moment, tu vois, donc maintenant, on dirait, quand tu vois Harry, on dirait mon fils ou mon petit-fils, je sais pas, tu vois, ça fait bon. Mais c'est vrai que c'est un film, mais en fait, c'était une surprise, c'était un film qui n'avait pas un grand budget et qui est sorti déjà à l'époque, c'est un film qui était parié Michel Saint-Jean, le producteur, qui était jusqu'à ce moment-là, il était distributeur, Diafana, qui distribuait, et c'était le premier film qu'il produisait lui, Michel Diafana. Et ils ont eu une idée un peu audace. C'est qu'avant, au mois d'août, il n'y avait pas de première des films, on va dire, qui avaient l'ambition d'arriver au grand public. En été, c'était les comédies légères d'été, mais c'était pour les touristes. Enfin, je sais pas, c'était un genre de cinéma différent, enfin, pour les touristes. Je simplifie un peu. Et ils ont dit, nous, on parie, on va faire ça. On va parier qu'en fait, les gens, le public à Paris, donc l'industrie du cinéma, elle est très comme ça. Paris, le banlieue, puis la France, puis le département, puis je sais pas quoi. Les gens partent de Paris, mais ils disent, mais comme partent et tout le monde sait qu'au mois d'août, il n'y a pas de film, nous, on va sortir le film le 1er août. Donc, ça sera le seul film un peu intéressant, enfin, c'est un peu prétentieux de dire comme ça, mais on va parier, ça sera le seul film qui n'est pas un film d'été, on va le mettre là, et en fait, ça a cartonné. Donc, du coup, pendant tous les Français à Paris, au mois d'août, ils sont tous allés voir ce film, le film était bien, donc quand il y a eu la rentrée au mois de septembre, c'était l'époque où le film, il pourrait encore rester à l'écran pendant un mois ou 2 mois, ça n'existe plus maintenant, mais il pouvait rester, donc quand il y a eu la rentrée au mois de septembre, tous les gens qui venaient à la rentrée, tout le monde avait entendu parler de Harry, donc ça fait comme une deuxième vague. Oui, ça fait 1,8 million. À l'époque, c'était pour un film comme ça, c'était énorme. Et après, le film, il a passé à la télé, Canal+, machin, plein de fois encore. Moi, je me rends compte, quand je suis à Paris, encore des fois en France, il y a des gens qui disent, ah, mais la semaine dernière, on a vu Harry sur une autre chaîne, tu vois, un truc comme ça, c'est devenu comme un classique. Est-ce que c'est à partir de Harry que les gens ils te reconnaissent dans la rue, etc. Si, au niveau de popularité, oui. Parce que tu vois, c'est un film qui tourne beaucoup autour de ces personnages-là. Tu vois, par exemple, le rôle principal, c'est pas Harry. Le rôle principal, c'est Michel, qui est joué par Laurent Lucas, qui est un super acteur, qui vit au Canada maintenant, qui est un super acteur. Et tu vois, il avait un peu le boule, mais c'est comme ça. Mais du fait que on avait des interviews. Moi, j'avais 50 interviews et lui, il en avait 2. Tu vois? Parce que le film s'appelle Harry, parce que tout le mécanisme autour du film tourne autour de ce personnage mystérieux, parce que le personnage, il est vraiment très entouré, il est très mis en valeur, tu vois? Et donc, du coup, voilà, je me rappelle quand j'ai fait la une de Télérama ou des journaux comme ça, où l'affiche, c'était mon visage de profil. Tu vois, c'était très présidentialiste, on va dire, comme votre République. C'est très sur l'individu. C'est quoi, je l'ai découvert là pour l'interview. Je t'ai dit que j'avais fait l'impasse sur plein de tes films sans le savoir. Et Harry, c'est un film que je vais voir depuis longtemps, donc je l'ai vu. Et ouais, c'est bien. Et en plus,
c'est finement réalisé, je trouve. Donc, C'est- c'est plutôt bien joué. Et tu es toujours très naturel dans tes rôles, comme je te disais au début. Donc, c'est assez marrant. Ouais, mais c'est On, marrant, mais on tu sais, dirait que tu te forces pas à jouer tant que ça, toi. mais c'est ce que j'essaie, je sais pas, c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais, Dominique Moll, le réalisateur du film, Mhm. au début, quand il m'a envoyé le scénario, donc le scénario déjà il s'appelle Harry, un ami qui vous fait du bien. Donc, Oui, donc par le titre, tu te dis, c'est comme la légion pornographique, que tu dis, c'est pas pornographique. Donc Harry, un ami qui vous fait du bien, tu dis, Harry, ça va pas être un ami, tu vois, ça va pas, ou un drôle d'ami, ou qu'est-ce qui se passe avec cet ami, tu vois, le film, alors qu'il est long, non, mais et pourtant, il était juste. Et ben moi, Dominique, il me proposait le rôle de Laurent Lucas, enfin, ah, le rôle de l'écrivain, le gentil, enfin, le normal, enfin, le mec qui est en oui, c'est train de... ça, c'est vraiment le Et mec Harry, classique, on va dire. on lui avait proposé à d'autres acteurs, à plusieurs, Et pas tu sais à seulement. qui l'ont proposé ou pas? Ouais, je sais, c'est interdit de le dire. C'est vrai? Oh, ah, dommage. Non, non, mais je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi, on ne m'a pas dit. On ne me l'a pas dit comme ça. J'ai su que, machin, alors j'ai eu des rumeurs, mais on ne m'a pas dit. En fait, on avait demandé à ça, tu vois. Et Ouais, voilà. ouais. Si, il y en a Mais un que je peux dire. Il y en a un que je peux dire parce que j'admire comme acteur et parce que c'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Et c'est Olivier Gourmet. ah, ok. Olivier Gourmet, on lui a proposé Harry et c'est lui-même qui a dit il vous faut un personnage un peu plus sexuel que moi. Un Hmm. acteur, enfin, c'est ce qu'il m'a dit lui, hein. C'est ça m'a dit Olivier. Il m'a dit, il vous faut un acteur qui a quelque chose de plus sexuel, plus que moi. Sinon, c'est trop. Enfin, je sais pas. C'est ce qu'il m'a dit. En tout cas, tu vois. Donc, tu vois, c'est marrant. Et quand tu dis que je suis naturel, ou tout ça, quand, donc moi, on était en train de lire le scénario avec Dominique et il me dit j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Donc moi, il me proposait l'autre rôle. Et il me dit qu'est-ce que tu en penses de jouer Harry? Et moi, je lui dis j'ai tout ça une super idée, Dominique. J'ai tout ça une super idée. Mais pas pour un truc de ouais, Harry, c'est plus important. Moi, je m'en fous. Moi, je peux jouer la fille, la femme, je m'en fous. Ça, c'est pas pour ça. Mais justement, moi, j'avais des doutes pour le film. J'avais des doutes de me dire si moi, je joue Michel, l'écriteur, et que Harry, c'est joué par un mec, un acteur un peu trop évident, un peu trop inquiétant, qui arrive avec un truc de Hmm. psychopathe, machin, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je veux dire, c'est toi, il faudra jouer. Et quand il m'a dit moi, je lui ai dit, oui, c'est bien. Qu'un mec comme ça, solaire, gentil, lumineux, qui dit, salut, bonjour, j'ai acheté une voiture. Putain, ça veut dire, c'est encore plus inquiétant. Mais comment ça, une voiture? C'est démesuré, mais t'es fou. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, que ça soit normal, enfin normal, tu vois, cette idée de pas souligner, ou d'être quelqu'un de, voilà, de solaire, ça a aidé, je crois que ça a aidé l'histoire, en fait. Ça a aidé l'histoire. C'est vrai, c'est carrément vrai. Et c'est bien que ce soit pas quelqu'un d'inquiétant de base. On va passer à un autre film. Ouais. Je regarde ceux que j'ai vus. Bon, bon, on a un peu parlé de Manuel Poirier. J'ai vu Les femmes ou les enfants d'abord. Il est cool. Il est assez naturaliste, justement, lui. Mais parlons d'autre chose. Bon, tu joues encore un salaud dans Décalage horaire, mais c'est un petit rôle. Donc, Ah oui. bah, ça doit être sympa de jouer avec Jean Reno, ça veut dire. Avec Un Vinoche petit, et Renault, et- oui, oui, oui. Oui, c'était court, c'est un quoi, tu petit vois. tournage. Moi, Mais je suis allé pour jouer une scène, une oui, après-midi, c'est ça, une revenir. scène. Mais, Mais mais c'est parlons de marrant. filles perdues cheveux gras. Ah oui, je suis perdu chez Vegra. Ah oui, Ouais, ah oui, ça parce c'est qu'il plus est fou. sympa comme tout. Ouais, C'était plus fou. Ça c'était vraiment ouais, ouais. Claude Duty. Mais Claude Duty, c'est voilà, un mec voilà, qui ose aller loin, y aller dans la comédie, dans le surréalisme, dans Ouais. l'excentrique. Oui, voilà, sans complexe, de se marrer. Oui, oui, c'était drôle. Puis il y avait Marina Foch, non, hein, Marina Ouais, Foch. les petites, la comédie musicale, les chansons, tout ça, Si, c'est très sympa. Amira Kazar, j'ai connu là-bas aussi, oui. Ouais. Qui jouera Si. ta femme plus tard. Oui, qui Euh, jouera ma femme, exact. Non, ça me fait rire. Alors, du coup, mais vu qu'on ne pourra pas parler de tout, je vais en parler maintenant. Ça m'a fait très rire parce que tu joues dans ce film de Tony Gaff, dans Geronimo. Ouais.
tu joues le père de Céline. Ouais, de Et Céline Saleh. quelques années après, tu joues son mec. Ouais. Oui, parce que c'est un père très jeune, enfin, ou alors ou un mec très vieux, je sais pas. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est Si, ce truc de. Je te si. vois, en plus, c'était à quelques jours d'intervalle que j'ai vu les deux. Alors, je dis, Oui. tiens, mais attends, mais Mais elle c'était jouait pas pas sa loin. fille. Un tournage de l'autre, ils n'étaient pas loin. Hein. Ils n'étaient Ouais, pas loin. En fait, tu vois, parce qu'après le film, le tournage, après le montage et après la première, c'est peut-être il y a dans 2 mois ou peut-être c'est dans un an. Donc, des fois, les premières et tout ça se croise et ils n'étaient pas oui, loin. c'est à 1 an d'écart, ouais. C'est à 1 an Ouais. d'écart, les deux films, ouais. En tout cas, ouais, bah, j'ai bien aimé. En plus, j'ai une amie qui est assez fan de ce film-là, de Fille perdue cheveux gras, qui aime beaucoup le film, qui aime beaucoup les chansons, etc. Donc, je connaissais les chansons, Ouais, ouais. Ah oui. comme sur Alcool, tout ça. Ah d'accord. Ah Donc, j'ai eu l'occasion de le d'accord. voir, enfin. Ah, t'es un vrai Euh, fan, toi. D'accord. je me suis rappelé d'un film que j'ai vu avec toi, mais je ne l'ai pas revu pour l'occasion, mais qui était quand même plutôt cool. C'était Rencontre avec le dragon. Et Ah petit oui, film de c'est là où je me suis Moyen-Âge, cassé la gueule avec c'est le vrai, cheval. avec le cheval. Ouais. Eh ben, il était cool. J'avais bien aimé. En plus, c'est rare les films un peu comme ça, Moyen-Âge et tout en France, et ça faisait plutôt C'est un plaisir. film très risqué. Un film très risqué. Il y avait tu vois, c'était Moyen-Âge, mais les Mm. dialogues, ils étaient comme contemporains. Tu vois, Ouais. tu vois, c'était l'idée d'échapper au truc de. Alors, vous, puisque vous êtes venu, où il est le roi? Tu vois, non. Tu vois, de jouer. Qu'est-ce que ça, toi? Tu vois, de jouer ce truc. C'est comme ça, oui, 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 avec Daniel Très Auteuil. moderne. Si, si. Oui. Oui, 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 oui. Ah oui, putain. Oui, je Euh, joue Raoul, une histoire incroyable. Hein. Une histoire il, incroyable. Hein. le film est super cool. Raoul Oui. de Ventadour. Devant Tadour, où Je le j'ai joué conseille, il fait partie un des mec qui films. se transforme en Que- sanglier les nuits de pleine lune. Il se transforme en sanglier, tu vois. Donc, j'ai lu ça dans le scénario. Ça m'a parlé tout de suite, parce que moi, les sangliers, je ne sais pas ce qui se passe avec les sangliers, mais j'ai un lien T'aimes bien les familial, cinglés. familial avec les sangliers. Si. Eh ben, en parlant de cinglés, même année, tu joues dans Dirty Pretty Thing. Euh, Ah où oui, tu ça, joues non. un beau Ça aussi. salopard encore. Ça, j'ai beaucoup de chance quand même, tu vois. Tu peux Donc, m'en ça, parler un peu de ce tournage de Stephen Frears? ouais. Tu connaissais un Ah peu son ouais, cinéma? ce tournage, c'est incroyable. Stephen Frears, lui, il vient à Paris. Justement, j'étais avec Amira Kazar. Sur Fille C'était perdue. le tournage avec les frères Larieux, j'imagine. Non, c'était pas Fille perdue, cheveux Ou gras? peut-être c'était Fille perdue, peut-être, peut-être, Ouais, peut-être. parce que c'est plus tard, Peindre ou Flamour, c'est 2 ans plus tard. Ah oui, ben alors c'est ça, oui. Parce que j'étais avec Amira Kazar, et Amira Kazar, elle parle très, très, très bien anglais. Elle est à moitié anglaise, iranienne, ou enfin, tout, elle parle très bien. Et je ne sais pas, sur le tournage, ils disent, machin, mais oui, il y a Stephen Frears qui fait un casting pour machin. Et dans mon souvenir, moi, ah oui, il est en train de voir plein de gens à Paris parce qu'il cherche des acteurs et des actrices. Et j'y vais avec Amira Gaza, je dis, mais moi, je ne parle pas anglais. Moi, je ne peux pas y aller. Tu vois, je ne parle pas anglais, je parle très mal. Et Amira, non, mais je dis, bon, j'accompagne Amira, comme Amira, elle parle très, très bien anglais. Et je vais voir avec elle, je rentre avec elle, on voit Stephen Frears, que je ne connaissais pas, tu vois, enfin, je sais même. Oui, ouais, on parle, il parle. Sorry, you speak English really bad, sorry. But, no. Et il me dit, but you, qu'est-ce qui se passe comme ça? Il m'a dit, il avait vu Harry. Mm. Bah oui, super. Je dis, en plus, je ne peux pas, I cannot, avec Amira qui me traduisait. Je disais, mais j'ai un tournage au mois de septembre. Et ça, c'était 2011, c'était ça, non? Non, 2002. Exact, c'était 2001. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? C'est que, tu vois, Attends. c'est le tour jumelle, tu vois, c'est que Oui, j'avais oui. un tournage avec Vicente Mora, avec un réalisateur espagnol, prévu pour le mois de septembre, octobre, ou pour le mois d'octobre, novembre, à New York, Ah oui. aux États-Unis. C'était un projet très ambitieux à l'époque, tu vois. Et je lui dis, c'est exactement les mêmes dates. C'est exactement. Donc je ne peux pas faire le film parce que j'ai ce projet avec un pote, ça fait 2 ans qu'on prépare, je ne sais pas si on va le faire, mais j'ai ce compromis, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a l'attentat avec le tour jumelle le 11 septembre, tous les tournages aux États-Unis annulés pendant un an,
Donc, je rappelle à Frears, et finalement, je fais pas parce que le fait de lui dire que je ne pouvais pas, je crois que ça l'a un peu. Comment ça, tu ne peux pas faire le film? Mais oui, Hein? mon agent m'a Je dit te rêve. Stephen Frears, il est amoureux de toi. Il dit qu'il veut toi dans le film. C'est génial, mais je ne peux pas. Donc, du coup, finalement, je l'ai fait. Et donc, comme j'ai parlé mal anglais, chaque scène qu'on faisait, Stephen Frears, il parlait très bien anglais avec tout le monde. Et il me regardait. Et moi, j'étais là comme ça. Il me disait, do you understand? Well, c'est avec le British accent. You understand? He said, not completely. et Stephen Frears faisait, I am crazy, I am crazy, I am crazy. Mais le premier jour, la première scène qu'on a fait, la première scène, il y a un escalier de l'hôtel, et mais je rappelle encore que je disais, j'ai appris les dialogues, mais avec une prof qui m'aidait, comme je les ai tatoués, les phrases, tu vois. Je me souviens encore. Et le premier jour de tournage, que je suis sur le tournage, je descends dans l'escalier avec une dame, et la caméra, elle est en bas, qui me regarde comme ça, et je dis, this man, look, Okwe, come here. This man is a doctor. He worked for the Nigerian government. His name is Olusegun Olatokunbo Fadipe. C'était ce qu'il devait dire. Je veux dire, ce monsieur, il est docteur, donc dans le film, ça a un sens très important. On tourne et je dis, this man is a doctor. He comes from the Nigerian government. Et Stephen Frears fait, cut! Wonderful! Parce que 10 secondes avant, il était là, il disait, oh putain, j'ai embauché ce mec, il est sympa, mais ça se trouve qu'il parle comme une. Il n'arrive pas à parler en anglais, on est dans la merde. Et en fait, bon, il a été soulagé. Donc, attends, est-ce que tu me dis que c'est horrible, mais du coup, grâce à Ben Laden, t'as joué sur Dirty Pretty Things? Oui. Mais... c'est le grâce qui est pas très bien placé. Ouais. Non, c'est malheureusement. Mais en tout cas, écoute. Oui, malheureusement, c'est dur de dire. Oui, merci. Non, mais t'as joué aussi du coup avec Chiwetel Ejiofor, qui est un excellent acteur, du coup, qu'on a vu dans 12 Years of Slaves. Exact. Trop dur à dire. Si. Qui est excellent dans l'eau. Oui. Si, il y a un acteur, un black, qui joue super bien, qui était en Angleterre déjà. Il avait joué avec Ewan McGregor. Ils avaient joué un film aussi. Enfin, il a joué plein de trucs. Et maintenant, il est parti. Il travaille avec les Américains, Hollywood, tout ça. Si, un gars, tu le vois dans les films. Un mec qui regarde la caméra comme ça, et là, un regard d'homme honnête. Donc c'est un grand acteur. Tu vois, c'est un super acteur. Tu vois, parce que après, il joue des honnêtes et des ordures aussi. Carrément. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait tout le bien qu'il pensait de Janice and John. Et on arrive à Janice and John. On ne pourra pas parler de tout, mais parlons de Janice and John. J'ai vraiment bien aimé. Et en plus, je voulais le voir à sa sortie. Il y a longtemps, j'étais jeune. Je devais avoir 14 ans vers là. Et il me disait bien, ce film-là. Je l'ai finalement pas vu. Et je l'avais toujours pas vu jusqu'à maintenant. Et je pensais pas que tu avais le premier rôle parce que t'es pas sur l'affiche, etc. Exact. Donc en fait, je lance le film, je dis mais attends, mais c'est Sergi le premier rôle, d'accord. Et il est super cool ce film. Si. Il a les meilleures guitares électriques de l'histoire de la guitare électrique. Tu vois, c'est incroyable. C'est fou cette film. Non, mais c'est marrant. C'est justement ce que je disais. Tu vois, Janice and John, c'est un exemple très précis. Tu vois, Samuel Benchetri est un réalisateur aussi. Qui a l'essence qui a une écriture cinématographique, qui a l'essence de spectacle, dans l'essence de ludique. Il a un goût particulier par la lumière et puis il aime beaucoup s'éclater, quoi. Tu vois, il aime beaucoup l'idée de se marrer avec les acteurs. Il y a un côté famille, un côté troupe. Il nous gâte beaucoup. C'est un mec qui est très fort. Il est très fort en écriture. Il écrit. Il fait plein de trucs, Samuel. C'est un exemple pour ça, parce que voilà, tu vois, sur ce film s'appelle Janice et John, donc le rôle flamboyant, c'est François Cluzet en faisant l'acteur qui imite John Lennon, et Marie Trintignant,
La pauvre Marie qui joue la femme qui fait semblant d'être Janis Joplin, non? Et tu vois, et pourtant, moi, tu vois, je joue un mec gris, tout ça, mais Ouais, voilà, ouais, tu joues pas le perso. Ouais, c'est Marie Trintignant qui est incroyable dedans, plus que François Cluzet dans le sens où son rôle, enfin, elle a vraiment le rôle du film, quoi. Ouais, Le film parle plus d'elle que de tous les autres personnages, ouais, ouais. pour moi. Ah oui? Et elle est excellente dans ce rôle-là. J'imagine que c'est peu de temps avant qu'elle meure, même en y Ouais. pensant, parce que 2004. Très, très, très peu, C'était comment de jouer avec elle? très peu de temps, très peu de temps. On a fini le tournage et un mois après, elle est partie avec, dans un autre tournage avec sa mère à Vilnius et c'est là que c'est passé. Bah, de jouer avec elle, bien, c'est justement, c'est des gens rock'n'roll, mais Clouzet aussi, c'est un rock'n'roll de mec. Hein. Ouais. Ah, si, c'est des vrais artistes, je trouve. C'est des gens qui, voilà, qui pouvaient jouer la guitare, la batterie, qui pouvaient partir en tournée, qui jouent, tu vois, rock'n'roll. C'est vraiment une équipe de rock'n'roll, une équipe rock'n'roll. Mais ce qui est c'est pas surprenant en venant de Samuel Ben-Chédrit, tu vois, parce que justement, Samuel était un peu plus jeune que nous, tu vois, nous on était tous, enfin, il était un petit peu plus jeune, mais voilà, il avait une belle troupe de rock'n'roll. Ouais. Si. Et il a fait un super film. Il est plus. Enfin, c'est pas un film dont tout le monde parle de nos jours, mais il Ouais. vaut le coup d'être vu. Si. Oui, et puis il y Il a est très Jean-Louis plaisant. aussi, et Jean-Louis Ah Trintignant oui, aussi. il y a Trintignant. Ça, Ça, c'est un c'est truc que génial. j'ai dans mon CV. Hein. J'ai joué avec Jean-Louis Trintignant. Hein. Avec un des Oui, plus oui. grands acteurs du monde. Ah oui, 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 oui. Je Plus suis que très, très fan. qui est très âgé, et que voilà, que c'est une leçon de tout, de vie, de jeu, d'être là, de présence tranquille, de ne rien jouer pour pouvoir tout jouer. Enfin, T'as un souvenir à partager avec Jean-Louis oui, Trintignant ou... que j'étais là. Tu vois, je suis sincèrement, ça peut sembler prétentieux, mais je suis difficilement impressionnable. Et, et avec lui, il ne m'a pas donné l'opportunité d'être impressionné. Tu vois, avec lui, j'aurais pu être impressionné parce que, putain, mais c'est un mec, c'est comme si c'était ta sœur, comme si c'était ton frère, comme si c'était ton oncle. Il est là, on va jouer, on joue, il joue sans se la péter, sans rien, sans demander rien de particulier. Je sais pas, avec voilà, avec un métier, enfin, voilà, un vrai acteur. Ah, je l'adore et puis enfin, bref, c'est un de mes acteurs préférés de loin. J'aime bien les acteurs de cette génération-là aussi. Hein. Je suis très Ouais, ouais, cinéma ouais. des années 70. Ouais. Je veux dire, les acteurs qui jouent de nos jours, ils sont tous pourris. Non, je plaisante. Je mec, c'est insultant pour toi. Ce qui est C'est faux, un grand ce qui est mystère. totalement Hein. faux. Qu'est-ce que c'est les acteurs, les actrices? Qu'est-ce que ça veut dire un bon acteur, une bonne actrice? Mm. Tu vois finalement, l'athlétisme, c'est lui qui arrive en premier, il va plus vite. Mais c'est les acteurs, les actrices, il y a pas moyen de savoir. Tu Ouais, vois, je suis d'accord. tu vas trouver qu'il y en a un qui est nul, mais nul, et il y aura des gens qui vont dire, mais non, mais tu es à côté de la plaque, Vincent. Il est génial. Tu vois, tout le monde a raison. Je- Quand on dit que tu es Trintignant, nul, quand on dit que tu es génial, quand on dit que tu es nul, je crois que tout le monde a toujours raison. mais de toute façon, toi, sur les tournages, tu es habitué à te faire flatter ton ego. Non, parce que c'est le truc qu'on fait sur les tournages avec les acteurs. C'est leur dire que c'est les meilleurs. Oui, oui, mais tu es habitué à ça. Tu t'es habitué à que tu À sais la lire flagornerie. aussi. Après, tu sais lire entre. Quand on dit ouais, c'est génial, oui, d'accord, ok, super. Mais pas aux acteurs, à l'équipe aussi en général, tu vois. Après, il y Oui, a des oui. gens qui ont eu, tu vois, c'est bien aussi d'être en positif, tu vois, parce que Bah, sur grave. une prise, tu pourrais toujours dire c'est pas bien. Parce que c'est jamais bien, parce que je m'appelle pas Albert, je m'appelle pas Antoine. Tu vois, alors tu as dit salut Antoine, salut. Là, tu peux dire mais c'est nul, c'est nul. Ben oui, forcément c'est nul, parce que je ne me suis pas Antoine. Alors tu pourrais, donc c'est bien, et pour les acteurs, les actrices, mais pour l'équipe aussi, de dire c'est bien, afin de trouver il faut quand même garder le plaisir pour jouer. Hmm, Tu bien vois, sûr. si tu es pas
in the mood, non, si tu n'as pas l'envie d'être là, de jouer, le plaisir de jouer, c'est innégociable. Sinon, tu ne peux pas jouer fâché. Ou, même un gars qui est fâché, tu ne peux pas le jouer fâché. Des petits moments, mais pas vraiment. Je Avoir le comprends. plaisir d'être fâché. Je comprends totalement ce que tu veux dire, en tout cas, sur que si tu n'as pas l'envie, ça va forcément se ressentir. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur de jouer un truc quand tu n'as pas envie de jouer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Moi, ça m'est arrivé dans le tournage, mais là, je n'ai pas le droit de dire. Ouais, bah oui. Parlons de peindre ou faire l'amour. Tu joues un aveugle. Ouais. Avec les frères Larieux, ta première collaboration avec eux en 2004, avec Amir Akazar, donc avec qui tu as déjà joué, avec Daniel Auteuil, avec qui tu as déjà joué, et Sabine Azema, avec qui tu n'as pas joué, je pense, à ce moment-là. On te propose un rôle d'aveugle, j'imagine que c'est une des choses qui a dû t'intéresser. Ah, génial. Génial, c'est vachement bien, surtout qu'avec le frère Larieux, on s'est, avec le frère Larieux, avec Jean-Marie Arnaud, il se passe un truc encore aujourd'hui. Là, ils sont en train de tourner un film, ils ne m'ont pas appelé, ils sont vraiment pas très sympas. Non, mais on a un truc vraiment comme presque de famille, on a un tempérament, tu vois, je pourrais être cousin. Tu vois, pour être cousin, tu vois, la vie, on aime bien les mêmes choses. On est de grands cinéastes, mais on aime bien les gens, la bouffe, l'amour, les filles, les hommes, les animaux, les sangliers, tu vois, les noix de coco, les parfums, le vin, l'alcool, tout, tu vois. Ces trucs comme ça, un peu comme ça, on est dans des univers un peu pareils. Et aussi, c'est marrant, il s'est passé un truc drôle, c'est que, je devais faire une aveugle. Et donc, pour jouer l'aveugle, ils m'ont dit, on ne sait pas, tu vois, on ne sait pas si mettre des lunettes de soleil ou pas. Et, tu vois, et moi, j'ai un copain depuis très longtemps, un copain aveugle chez moi, tu vois, mais les aveugles, ça dépend, il y en a différents, non? Mais lui, il fait comme ça avec les yeux, il fait comme ça avec les yeux. Il est tout le temps comme ça. Oui, alors il parle normal, mais les yeux sont toujours... Il part en couille partout, tu vois, ça ne s'arrête pas, tu vois. Donc, alors qu'il y a des aveugles qui voient pas, mais qui ont les yeux plus fixes. Bon. Et moi, je disais, mais moi, tu vois, je vais faire une performance, parce que les gens me connaissent, finalement, ils savent que c'est un acteur. Alors, soit il est un vrai aveugle, soit il va jouer un aveugle. Moi, je crois que c'est mieux avec des lunettes. Et on était d'accord. Et aussi, nous, on s'est dit aussi que c'est peut-être mieux avec les lunettes, parce que sinon, ça fait comme Al Pacino, tu vois, ça fait performance d'acteur, de dire, ah, tiens, et moi, les performances d'acteurs, même Al Pacino, que j'admire, que je respecte, moi, les performances d'acteurs, ça me sort du truc, quoi. Ça me sort du truc. Quand je vois trop une exhibition, ça m'énerve. T'aimes les choses plus simples, en tout cas. Moi, j'aime bien de me croire que c'est pas un acteur et qu'il est capable de rien faire. Ah oui, ça, Jean-Louis Trintignant, voilà, Jean-Louis Trintignant. Ça, j'aime bien, tu vois, de rien faire, d'être là, d'être présent, de regarder, d'être ému, je sais pas, mais pas trop construire. Ça dépend du rôle. Et j'ai dit ça, j'ai dit n'importe quoi, parce que ça dépend du film, ça dépend de mettre en scène. Il y a des films qui demandent une stylisation différente, ça dépend. Puis bien sûr. Nous, on est là pour suivre un metteur en scène. Hein. Mais donc voilà, on a dit avec les lunettes, non? Et j'ai mis les lunettes et on a fait un essai avec les lunettes de soleil. On a fait une scène, tu vois. Et après, les frères Jean-Marie, Arnaud, ils disent, putain, c'est vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. On dirait que tu es avec. Qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Tu vois, parce qu'aveugle, c'est pas une personnalité, c'est que tu vois pas. En fait, comme tu vois pas, très bon, tu joues avec ça. Non, mais comme tu vois pas, tu es obligé de regarder avec tes doigts. Donc, bon, voilà. Donc, on a trouvé une chose simple qui nous a permis de transiter les films comme un aveugle, voilà, un aveugle, sans rien voir. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais tu sais que pour moi, peindre ou faire l'amour, c'était vraiment un truc qui représentait au cinéma
un truc qui me donnait pas envie. Et surtout, j'étais jeune là quand il est sorti. Donc pour moi, c'était typiquement le film français chiant de mecs qui partousent. Et je l'avais pas vu. Pour moi, ça allait déjà être ça. Je m'étais pas trompé sur ce côté. Et Ah, en mais fait, toi, tu non, savais que il est ça bien. parlait de partout. Bah, je crois que ça, ouais, ça se devinait, ça se pressentait dans l'affiche, dans le titre, mais je savais pas, hein, mais je le savais quelque part quand même. Et en fait, c'est très bien utilisé parce que effectivement, spoiler, ça parle un peu de ça quand même. Ouais. Et finalement, c'est amené de manière très intéressante et ils sont très talentueux, les frères Larry. Ils sont très talentueux et c'est un très bon film. J'ai bien aimé. J'étais pas convaincu d'avance, tu vois, et finalement, j'adore les acteurs Non, aussi. puis Sabine Azema est géniale. Enfin, ouais, ouais. Puis c'est bien, moi j'aime bien. C'est un film où j'aime beaucoup. Ils ont je trouve que, tu vois, s'ils faisaient ça sans humour, ça serait peut-être prétentieux, mais il y a aussi un humour, un plaisir ouais, de ouais. tout d'un coup, tout devient sexuel. Tout d'un coup, bon, pas une bouteille, bon, mais tout d'un coup, je sais pas, une mèche, se toucher les cheveux. Mm. Mais c'est drôle que tout d'un coup, tout devient. Mais il y a un plaisir aussi de sexualiser les fruits. Je ne sais pas comment dire, tu vois, il y a un plaisir. Ouais. C'est pas intellectuel, tu vois, Non, c'est pas. c'est animal. Et, et en même temps, c'est bien maîtrisé. Hop là. En même temps, c'est très bien maîtrisé. Je sais pas, on m'entend? Ouais, Je t'entends, mais je te un, vois un peu comme un si tu étais peu. une Attends, taxidermie. Enfin là, je ne vois rien du tout. attends, ça va revenir. Hop là, on va parler du. Ah, bah, je te vois pas non plus. Hop là. Est-ce que on me voit là? Non? Hop là. Non, Je te vois non, pas non je ne plus. te vois pas. Non, je ne te vois pas du tout. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Si tant qu'on nous c'est bien. Euh, écoute, ah voilà, on me voit, c'est revenu. Enfin, Ah bon, moi, je ne te vois pas. parlons Hein. de. Ah ouais, bah je me vois, moi. Ah Je, ouais, très je bien. sais pas si ça va revenir. Ah, si, là, je te vois. Là, je te Euh, vois. Très ah bien. cool. Parlons du labyrinthe de Pan. Et tu m'as dit que tu n'aimes pas les performances d'acteurs, mais moi, pour moi, je crois que tu fais une performance d'acteur dans ce film. Et c'est loin d'être un gros mot, du coup. Enfin, faut pas le. Non, non. En tout cas, c'est un film où tu es très marquant en tant que personnage. Euh, je pense qu'on peut le dire. Parce que tu as des scènes marquantes. Et puis parce que c'est un film marquant et qui a très bien marché. Et c'est un très bon film. Oui, 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 oui. C'est un bijou, un trésor. C'est l'œuvre d'un génie, quand même, tu vois, je trouve. Oui. Del Toro, c'est quand même c'est un truc costaud. Hein. C'est un mec de l'intelligence, pas seulement, je trouve, pas seulement cinématographique. Hein. C'est un truc, un mec qui a une capacité créative et de contrôle et de production et de travail et de talent un peu monstrueux. C'est un peu un monstre lui aussi. Hein. C'est Mm. monstre. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse des films fantastiques avec des monstres parce que la normalité, chez lui, c'est misérable, enfin, à côté, tu vois, de lui, parce qu'il a une grande Co- capacité. Non, quand je dis Comment ça, t'as atterri sur le film? bah, c'est assez génial, enfin, génial ou simple. On m'a dit Guillermo del Toro, que je ne connaissais pas bien, ou pas beaucoup, tu vois, qui avait fait Le Signe du Diable, Mm. et je ne C'est connaissais cool. pas très bien. Il m'a dit Guillermo del Toro, c'est un réalisateur mexicain, mais très talentueux, qui travaille ici, aux États-Unis, tout ça. Il veut te connaître parce qu'il veut te proposer un truc. J'ai dit, bah oui, génial, super, parfait. Et on s'est vu à Barcelone, dans un hôtel, et j'arrive et je vois Guillermo del Toro avec tout ce volume, avec tous ces corps énormes et cette lumière, hein, parce que c'est un mec qui parle très bien, qui a une intelligence très. Enfin, il est très séduisant, très séduisant. Il est très séduisant. Il m'a dit Ah, ¿qué pasa, López? ¿Cómo estás, pinche López? Ven aquí. Viens ici, assis-toi ici. Je dis Ouais, ouais. Et il m'a dit Bon, j'ai dit Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un film avec toi parce que j'ai vu Harry, j'ai vu des trucs que tu as fait, j'ai vu des films que tu as fait. Et moi, je crois. Lui, il met la barre
Il a marre par là, ouais. Il dit, moi je crois que tu peux faire un des vilains le plus remarquable de l'histoire du cinéma espagnol, sans doute. Tu vois, un truc. Et Je crois moi, que c'est vrai. ça me fait rire. Et ça, moi, ça me fait rire. Je me dis, bah oui, bah, super. Je trouve que, ouais, pourquoi pas. C'est un truc, un petit truc. Allons-y. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est un film et je veux que tu joues un vilain, mais un vilain méchant, des méchants, méchant. Je dis, oui, d'accord, bah, génial, ouais, pourquoi pas, bah, je sais pas. Et tu as le scénario, comment on fait? Je sais pas, comment on fait? Il me dit, non, j'ai pas le scénario, mais je peux te raconter l'histoire. Je peux te raconter? Ouais. On est assis dans le hall d'un hôtel, hein, et il dit, on voit une voiture qui s'approche, et il me raconte tous les films. Mais moi, j'étais comme ça. Tous les films, mais je veux dire avec des détails. Il raconte super bien. Enfin, il ne raconte pas tout, mais il raconte pendant un quart d'heure, tu vois. Et la petite, il voit, dans un puits, il y a un labyrinthe. Il arrive, et Andrew lui dit, on va faire un jeu, il y a 3 preuves, tu dois passer la preuve de je ne sais pas quoi. Et là c'est la guerre civile, donc machin, lui, c'est le capitaine. Enfin, il raconte tout ça. Et à la fin, il finit, il dit, et puis voilà, hop, je vais, ok. Il me dit, alors, tu fais le film ou pas? Et je lui dis, oui, d'accord, ok, oui. Parce que c'était trop. Et après, ce qu'il a raconté, c'est exactement le film. C'est le seul réalisateur à qui ce qu'il a raconté avec le scénario qu'il a écrit et le film résultant, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Dans tous les films, le scénario, il y a des scènes qui vont, ça dépend. Après, au montage, ça peut, tu vois, et c'est bien parce que ça bouge, parce que c'est lui, il fait une répétition quand on est sur le tournage. Il me dit, bon, Lopez, là, tu es au bout de la table. Il me fait comme ça, il me dit, pousse-toi. Il se met à ma place, il dit, tu es là. Et on dit, action. Tu comptes à 3, tu tournes la tête, tu prends le verre, tu le lèves ici. Non, pas ici, parce qu'ici, on ne voit pas ton visage. Ici, tu vois, ici, il y a un réflexe, ici en haut. Tu fais comme ça, ici. Pas ici, parce que là, tu es dehors, hein, ici. OK? Tu fais ici, tu comptes à 3 et tu dis, nous sommes ici pour Espagne, parce qu'on veut qu'Espagne... Hein. Tu respires une fois, tu tournes la tête, tu baisses le bras, tu comptes à 6. Attends. Ah ouais, d'accord. Alors, je compte à 3, je dis, mais Del Toro, mais moi, je ne compte pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je connais le texte. Moi, je suis là. Je lui dis, oui, mais toi, tu fais chaque fois différent. Le prix. Je dis, bah oui. Il me dit, mais non. Les acteurs américains sont géniaux pour ça. Parce qu'une fois que tu as fait, c'est comme ça, ils sont capables de le faire 10 fois, chaque fois pareil. Je dis, bah oui, moi, je suis spécialisé à le faire 10 fois différent chaque fois. Tu vois? Non. Et il a raison. Parce que tu te dis, non, mais tu vois, il a raison. Parce que tu vois le résultat et c'est le seul mec qui te dit, quand on te compte à 3, à 2, et qu'après tu le fais comme il a dit, tu le fais. Et tu vois que nous sommes ici pour l'Espagne. Et tu le fais. Et ça marche. Tu te dis, putain, il est doué quand même. Non, pour imaginer ça, que dans sa tête, parce que nous, les êtres normaux, nous, on a besoin de voir l'acteur qui le fait pour se dire, ah tiens, non, un peu plus long, un peu plus vite, enlève cette phrase, non, dis ça 2 fois, respire. Tu es en train de... Tu vois, lui, non. Lui, déjà dans sa tête, chez lui, il a fait le storyboard et il sait que c'est 6 secondes. C'est Et ça. après, tu es comme ça, tu respires et tu t'en vas. Et voilà, il a raison parce qu'après l'objet, donc c'est le contraire de Poirier, c'est l'opposé de Poirier. Poirier, Ouais, c'est un peu ça. il veut rien construire, il veut que ça soit pas fabriqué. S'il y a un accident ou quelqu'un qui se trompe de texte, il va prendre cette prise parce que c'est accidenté, parce que c'est vrai, parce qu'il y a un truc qui n'est pas prévu. Et Del Toro, tout est prévu, il faut faire comme on a dit, et quand il le fait comme on a dit, ça marche et ça fait un chef-d'œuvre. Je crois que c'est un chef-d'œuvre quand même. Ça, Le labyrinthe de Pan. c'est assez impressionnant. Et en parlant de ça, je pense à un autre grand réalisateur espagnol qui fait un peu du fantastique, avec lequel tu as joué dans un film un peu d'époque. Est-ce que tu vois comme ça? Je pense à Agustí Agustín Villarón. Villarronga.
qui est un super réalisateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui a aussi un cinéma de genre un peu assez particulier. Est-ce que tu aimais bien ce qu'il faisait? Est-ce que tu connaissais son cinéma avant de travailler? Ouais. Beaucoup. J'aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec Del Toro. Oui. Del Toro, ça n'a rien à voir avec personne. Hein. C'est un génie très particulier. Non, Villaronga, c'est un réalisateur, c'est un vrai auteur. Enfin, Guillermo aussi, c'est un auteur. Mais disons que, tu vois, Villaronga, c'est moins monstrueux, il est plus humain. C'est monstrueux. Villaronga, il est plus humain, il y a plus, l'imperfection lui parle aussi. Il fait partie de lui. Il ne veut pas faire des films parfaits. Guillermo, non seulement il veut le faire, il va le faire. Et il peut le faire aussi. Tu vois, c'est tout. Villaronga, c'est pas son but de faire des films parfaits, ça ne veut rien dire la perfection pour lui. Alors que pour Guillermo, oui. Pour Villaronga, c'est un mec sensible, c'est un mec qui a un univers, qui a un point de vue, qui a des idées, qui mélange l'intangible du texte avec l'intangible de la lumière. Tu avais vu quel film de lui? Si, en autre. El Mar. El Mar, ouais, c'est bien. Ouais. Non, en plus, je le connais. Enfin, je l'ai connu sur El Niño de la Luna, je crois, il y a un truc comme ça. Ouais. Cool, je l'ai connu sur Pas Negre, Pas Noir, Pas Negre. Oui. Mais aussi, je l'ai connu avant parce que les copains avec Marc Recha, aussi avec un réalisateur avec qui j'ai travaillé, ils se connaissent aussi. Donc, et puis parce qu'en Catalogne, il n'y a pas non plus 14 000 réalisateurs. Enfin, oui, il y en a plusieurs, mais tu veux dire, mais c'est dans le cinéma d'auteur un peu particulier, on devait se rencontrer, je crois, aussi avec Agustin. C'est un bon film qui est peu connu, mais qui est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Non, Pas Negre, c'est un film costaud. Je trouve que c'est un film très réussi. Très réussi parce que c'est pas un budget énorme et pourtant c'est d'époque. Tu vois, c'est des trucs qui facilement ça peut grincer. Un truc d'époque, les costumes, facilement le texte, les personnages, ça peut. Et là, ça grince pas, tu crois. Il y a des images très fortes. Et puis il y a un truc qui avance, il y a un truc inquiétant, et ça parle. Et puis c'est basé dans un texte de Teixidó, d'une nouvelle, d'une histoire qui nous touche trop en Catalogne, qu'on reconnaît encore. Il n'y a pas si longtemps, de l'époque du franquisme et du fascisme en Espagne, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est la même époque. C'est une façon de parler du fascisme et à quel point c'est toxique pour la société parce que ça fait que les sociétés se pervertit et que la délation, tu vois, ça parle de ça, le film. C'est terrible. C'est un film dur, très beau. Avec beaucoup d'actrices aussi, d'acteurs. Enfin, quoi? Dans beaucoup de tes films espagnols ou étrangers, tu te doubles après en France. Ça fait quoi de se doubler soi-même comme ça dans une autre langue? C'est nul. C'est nul? T'aimes pas? Le doublage, je déteste. Je déteste. Non, je déteste pas. Ça mérite. Je préfère que ce soit fait par toi-même, en tout cas. Ça mérite même pas d'être détesté. Non, j'aime pas le doublage. En Espagne, on a une culture de doublé, quoi. On a une culture doublée. Et quand tu vois après la version originale, tu te rends compte à quel point c'est toxique, à quel point ça nous réduit. Comme société. Je sais pas comment dire. En France aussi, on a une grande culture du doublage. Ouais, mais tu vois, c'est un peu con parce que tu vois, à Portugal, par exemple, ils doublent pas, au moins, ils ont beaucoup fait de sous-titrage, mais à l'époque, il y a très longtemps, j'avais entendu ça il y a beaucoup d'années, pour une question économique, parce que c'était beaucoup moins cher de faire le sous-titre que de doubler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé tourner un film très longtemps, c'était en 2000, dans un quartier de Lisboa, et tu voyais les enfants qui parlaient un peu français, un peu anglais, un peu italien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des intellectuels dans ces quartiers, qu'est-ce qui se passe? Alors c'était un quartier pauvre, et c'était pour la télé, pour le cinéma, ils voyaient le film en version originale. Et non, le doublage, c'est
Enfin, bon, après, ça dépend. Les animés sont doublés, on s'en fout, tu vois. Je sais pas comment dire. Quand on parle de cinéma d'auteur et de son en direct, quand on a connu ce concept-là, après, il y a des films qui sont rien à foutre, tu vois, qui veut dire, non, moi, je m'en fous du son direct. Parce que j'ai fait bah, je sais pas, Persepolis, je sais pas comment dire, tu vois, l'animation, il y a des trucs où tu dis, quels sont directs, de quoi. Enfin, le son, c'est anonyme. Joseph, tout ça, tu as beaucoup de. Exact, oui. Mais tu vois, mais bon, mais quand on fait du son direct, le doublé après, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu comme repeindre un cadre, un tableau, parce qu'en Espagne, on aime mieux le rouge et le patiner un peu plus de rouge parce qu'on trouve qu'en Espagne, tu vois, on aime plus de rouge parce qu'il y a plus de soleil. Enfin, c'est du tout ça nul. Nul. Je vais devoir bientôt arrêter. Je te proposerai bien de te reproposer une prochaine session pour faire la deuxième partie de ta filmo. On n'a Oui. plus que la moitié. Et on a terminé par la carte des sons de Tokyo d'Isabelle Coixet, qui est très bien, que j'ai découvert récemment, du coup, pour la rencontre. Bah, c'est vachement bien, ouais. C'est marrant, il y a plein de gens qui l'ont découvert après la sortie, qui ont beaucoup aimé, et pourtant à la sortie, le film, il a eu un truc un peu bizarre, un peu étrange. On était en compétition aussi à Cannes. Ah oui. Il n'y a pas eu de distribution au départ, c'était un peu compliqué, un peu bizarre. C'était un peu bizarre ce film. Alors que, oui. Et ouais, c'était comment ce tournage? T'es allé au Japon alors, du coup? Je suis allé au Japon et j'ai connu le Japon. Pour moi, le Japon, c'est un nom. Ça s'appelle Rinko Kikuchi, qui est l'actrice japonaise qui est en Japon à elle toute seule. C'est-à-dire, c'est une nana qui ne parlait pas anglais. Moi, je parlais pas très non plus. Elle ne parlait pas catalan et moi, je ne parlais pas japonais. Donc, d'accord. Et pourtant, on s'est super bien entendu. C'est la sensation, c'est la fois dans ma vie où j'étais avec une actrice et quand on jouait, j'avais la sensation que on, même sans parler, enfin, des fois on s'embrassait, on avait des scènes parce que le film il est très sexuel, on va dire, non? Mais j'avais l'impression qu'on se comprenait, on s'entendait, il y avait comme un. Tu sais, quand on dit qu'il y a du. Qu'est-ce qu'on dit? Les acteurs, ils ont du. Ah, entre eux, il y a eu du feeling. Feeling. De la chimique. Il y a, de la chimie entre eux. Bah, avec elle, j'ai eu quand on tournait. Après, dans le film, je ne sais pas est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas. Mais en tout cas, pour moi et pour elle, je sais, tous les jours, on se disait la même chose. Même quand on s'est dit au revoir, quand on est parti, on s'est dit c'est incroyable. On ne sait même pas se parler en anglais, ni en espagnol, et pourtant on avait dîné ensemble, on rigolait, on se marrait, on parlait comme on pouvait. En espagnol, je ne sais plus, on pouvait. Mais tout ça. Et bon, et après, voilà, Tokyo, vraiment un autre monde, une façon de vivre, de se parler, de se toucher, de manger, une autre façon de. Ouais, putain, de la main d'Isabelle Coixet, une réalisatrice qui est amoureuse complètement du Japon. Donc, et puis, c'est une nana. C'est un bon Cicerone. Cicéron, on dit. On n'utilise pas trop en expression, non? Cicéron, c'est le mec qui t'accueille. Oui. Tu vois, donc, si quelqu'un doit t'amener au Japon et de faire ton guide et te présenter, s'occuper de toi, Isabelle Coixet, elle est très forte. D'accord. Très forte. Et elle a joué avec Del Toro, d'ailleurs, plus tard dans Pacific Rim. Yeah. T'y es pour rien, j'imagine? Non. Non, parce que des fois, les gens, ils se font des connexions comme ça. Ok. Non. C'était comment de tourner à Isabelle Coixet, alors, dans une ville que tu connais pas? Comment? C'était comment de tourner dans un pays loin de chez toi? J'adore. C'est un truc, mais tu sais, ça constate que ce que je vis, c'est énorme, parce que limite du miraculeux. C'est-à-dire, tu vois, moi, jusqu'à mes 25 ans, j'avais presque pas sorti de chez moi, enfin, mais pas vraiment beaucoup. Et à 25 ans, je suis venu à Paris pour faire une école de théâtre et j'ai rencontré Poirier. À partir de ça, avec le cinéma. Et moi, c'est un truc que
je trouve ça un trésor, tu vois, un cadeau de la vie énorme, le fait d'aller dans des endroits que tu ne connais pas, rencontrer des gens que tu ne connais pas et qui vivent de façon, d'une manière que tu ne connais pas, qui mangent des choses que tu ne connais pas et qui vit la vie d'une façon que tu ne connais pas. Moi, ça me fascine. Il n'y a rien qui me fascine plus que ça. Me fascine être dépaysé. Plus que le cinéma, oui. Et puis d'aller dans les pays, dans les endroits, avec un tournage, avec un film, c'est énorme. Enfin, parce que tu as un travail à faire. Tu n'es pas un touriste qui va juste là d'une façon superficielle. Quand tu vas travailler pour un tournage, c'est obligé, dans la même équipe, il y a toujours des gens du pays. Donc, tu as un lien au pays qui n'est pas seulement touriste, c'est des gens qui sont là-bas. Donc, tu as des contacts sur le terrain. Et puis tu es là. Et puis, tu finis à 8 heures et tu commences à demain. Donc, tu dois aller dîner, tu dois aller à un hôtel, ou tu dois aller acheter une bouteille d'eau. Tu dois te relationner avec des gens. C'est génial. Ça a l'air trop cool, j'avoue. Avant de te laisser, je vais laisser lire 2-3 commentaires des gens. Même si ce n'est pas forcément des questions, mais que tu as leur retour. Il y a Falco Russe qui a laissé plein de commentaires qui dit, autour de Janice et John, qui dit: pour moi, il est incontournable ce film. Il résonne pour moi encore aujourd'hui au niveau de mon rapport du monde du travail. Alors, qu'est-ce que j'avais. Il y a quelqu'un qui te demandait s'il y avait un réalisateur espagnol avec lequel tu n'as jamais tourné et que tu rêverais de tourner. Il dit aucun nom? Il dit pas de nom? Non, il te demande s'il y en a un. Non, parce qu'en France, tout le monde me demande si je voudrais tourner avec Almodovar. Ah, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr, pourquoi pas, oui. Oui, je ne sais pas. Il y en a plein, mais tu sais, le truc, c'est que ma vie, ma carrière inattendue, que je n'espérais pas, tout ça, elle est marquée par le fait que j'ai rencontré des réalisatrices et des réalisateurs que je ne connaissais pas, qui étaient connus, mais je ne connaissais pas, ou qui n'étaient pas connus. Et que, tu vois, voilà, Lazzaro Felice, enfin, des gens qui sont devenus des films géniaux et qui m'ont bouleversé, qui m'ont apporté des trucs énormes et que tu vois, qui m'ont rendu tellement heureux et qui m'ont fait jouer des rôles que je n'attendais pas, que je n'imaginais pas. Donc, tu vois, j'ai du mal à rêver, à me dire, je voudrais travailler avec un tel, parce que je ne veux pas travailler avec un tel. Oui, parce que tu n'es pas cinéphile. Et puis parce qu'il faut que ça soit lui qui a envie de travailler, ou elle, qui a envie de travailler oui, surtout. avec moi, et qu'on a quelque chose à faire ensemble, et que ça se fasse. Enfin, c'est un privilège que je vis. Moi, il faut que je m'excuse devant tout le monde, dans le sens où moi, j'ai plein de copains, de copines qui sont acteurs, actrices et qui galèrent. C'est-à-dire que c'est un métier très dur, parce que tu peux travailler un jour, tu peux travailler un mois, tu peux travailler quelques mois, tu peux travailler un an, mais travailler 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est dur. Ouais. C'est dur parce que même dans mon cas, ça fait comme ça, il y a des hauts et des bas. Oui, bien sûr. Des fois, les bas sont difficiles à supporter. Donc, tu vois, moi, je me dis que ce qui m'arrive, moi, je ne demande pas plus. Je ne demande pas, en plus, je voudrais travailler avec... ça va. Je comprends. Si je continue à travailler avec des gens inconnus, ça me va très bien aussi. Ça te va très bien. C'était super. J'aimerais bien qu'on se fasse la deuxième partie de ta film C4. Je te proposerai ça plus tard. En attendant, profite bien des bars, profite bien de tes tournages. Et puis, merci à tout le monde d'avoir suivi. Il y a plein de questions que je n'ai pas pu prendre, je suis désolé. Merci à Julien, évidemment, comme toujours, de faire la technique. Julien, et puis, merci à toi d'avoir été là. Et merci à toi aussi, Vincent. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.